Allez, rebonjour à tous et bienvenue à tous pour ce WebTech SCS sur l'IA embarquée. Il va durer une grosse heure, on va dire, entre 1 heure et 1 heure et demie, car on a plusieurs speakers, on est très content de les accueillir, je les remercie d'avance. On a choisi donc ce thème de l'intelligence artificielle embarquée. Vous le savez, l'intelligence artificielle est au cœur de nos industries de production, mais aussi de nos vies quotidiennes. Il y a une tendance forte qui apparaît, c'est que l'IA embarquée répond à de forts enjeux en proposant de nombreuses et très nombreuses applications, et ça va être l'objet d'ailleurs de notre webinaire aujourd'hui. La mise en œuvre des différents algorithmes d'intelligence artificielle au plus près du capteur, au plus près de l'utilisateur, et en particulier au niveau des systèmes embarqués, va permettre de réduire, comme vous le savez pour certains, la consommation énergétique, les délais de traitement, et puis réduire également les coûts et les risques liés au projet et à la transmission de données. Donc on a choisi ce thème car il va transformer de nombreux secteurs et ça va être également l'objet donc de cas concrets et de cas d'usage que vous allez voir aujourd'hui avec Cartesiam dans l'industrie et avec Smart DTV dans le domaine du retail et du commerce en général, avec Naval Group aussi comme témoin utilisateur. Alors, je vous rappelle quelques petits détails logistiques. Vous pouvez vous poser vos questions qui sont bienvenues. Tout au long du webinaire, elles seront traitées par contre à la fin du webinaire dans le module questions qui est dans votre menu GoToWebinar, à droite ou à gauche, selon votre configuration. Si vous avez une question qui est ciblée pour Cartesiam, n'hésitez pas à taper hashtag Cartesiam si elle s'adresse à eux, hashtag SmartDTV si elle s'adresse à SmartDTV et hashtag Naval Group, donc au troisième speaker si elle s'adresse à Naval Group. Petit rappel sur l'intelligence artificielle pour SCS, c'est un axe stratégique majeur de la phase 4 de 2019 à 2022, donc on est en plein dedans, qui adresse différents marchés. Et vous voyez que nous allons aujourd'hui traiter en particulier des cas d'usage, des cas d'application autour de l'industrie du futur, du Smart City. Et un petit rappel également, l'IA chez SCS, quoi ? C'est des actions concrètes avec une étude IA, une cartographie fine des acteurs, de la chaîne de valeur, des laboratoires et des équipes de recherche, des formations, des tendances qui est disponible sur le site web du pôle SCS. Vous pouvez le télécharger quand vous le souhaitez. Je viens de le dire, c'est un axe stratégique. Nous sommes également opérateurs depuis 2019. Edouard, je vais te demander peut-être de fermer ton micro. Voilà. C'est aussi c'est aussi opérateur ou orchestrateur, on va dire, accompagnateur pour 10 challenges de 2019 à 2021, fin 2021 avec Safe Cluster sur le thème défense et sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sélectionne des sponsors, des grands groupes ou des grosses PME qui ont des problématiques IA. Et une fois que le sponsor est sélectionné, on sélectionne des appels à pro, on sélectionne des startups IA qui vont répondre à ces challenges et financer avec un support financier notamment de BPI et de DGE. On contribue à la stratégie nationale. Alors ça, c'est tout frais. On vient d'avoir quelques réponses suite à une consultation lancée par la Direction générale des entreprises sur l'IA embarquée. Je vais vous donner quelques éléments là-dessus très intéressants. On accompagne bien sûr et on labellise des projets innovants de R&D avec notamment qui impliquent des startups et des PME. Et je vais en parler avec notamment Cartesiam, un projet récent qui en plus a conduit à des résultats satisfaisants et a conduit à un produit. Et puis des animations comme celle-ci. Celle-ci, c'est la 6e en 2020. On en a fait 12 et vous voyez, 50% ont été sur l'intelligence artificielle. Si vous êtes intéressés, elles sont toutes en replay sur le site web du pôle SCS avec des sujets très variés comme Securing AI, comme l'IA et la 5G, comme l'IA et la blockchain, l'IA éthique aussi, pour des services de confiance. Donc, différents sujets autour de l'intelligence artificielle disponibles pour tous en vidéo replay. Et puis le groupe de travail IA Big Data, toujours piloté par HP Entreprises depuis 2013. La consultation nationale de l'IA embarquée, qui a été lancée en octobre 2020 et qui avait pour objectif d'aider, je dirais, les différents ministères à construire une stratégie IA et accélérer cette stratégie, et notamment une stratégie industrielle pour la France, mais aussi bien sûr pour l'Europe. Elle a conduit à une mobilisation très importante des différents acteurs au niveau national. La DGE a récolté 98 réponses, dont 31 entretiens très longs. Et puis les ateliers pour l'IA embarquée qui ont eu lieu le 13 octobre, où d'ailleurs Cartesiam avait participé, Edouard, a réuni plus de 110 personnes et a permis donc
de récolter différentes données pour construire cette stratégie. Et puis des remontées de projets. 77 projets autour de l'IA embarquée ont été remontés, 77 projets d'envergure et innovants et structurants pour l'écosystème français notamment, avec plus de 1,5 milliard de travaux remontés. La stratégie est en cours, est en discussion interministérielle avec une mise en place début 2021, donc soyez ouverts et soyez connectés. Normalement, donc un appel à projet sur ce thème devrait être lancé début 2021. Je le disais, un projet concret qui aboutit à un produit suite à une labellisation et un accompagnement du montage de projet de SCS, c'est le projet Nano Edge AI, piloté notamment avec le chef de file de Cartesiam. Peut-être que, Edouard, tu pourras en parler bien sûr, bien mieux que moi. Il s'agit de quoi, Il s'agit de construire et de développer un logiciel autour du machine learning spécifique pour les microcontrôleurs dans les capteurs et dans tout objet. Et ça va permettre quoi Ça permet à tout développeur IoT d'ajouter des fonctionnalités, d'ajouter des fonctions dans un objet ou dans un capteur. Donc, Edouard, tu veux peut-être dire quelques mots sur ce projet ? Oui, je voulais déjà remercier le pôle parce qu'ils nous ont bien accompagnés pour le montage du dossier et pour la défense de ce dossier-là. Donc ça, c'était très chouette. Ça nous a permis en effet d'avoir un certain nombre d'aides pour réaliser le projet, ce qui nous a permis, de l'accélérer, puisqu'en finalement, en 12 mois, on a pu sortir le produit. Et puis, pour le produit, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, ça sera une des briques de la présentation tout à l'heure. Mais donc, ça nous a permis en tout cas d'aller très vite sur le marché et d'avoir les financements pour réaliser ça. D'accord. Alors, sans plus attendre au programme, donc on aura la chance d'avoir Bertrand Penacchio, notamment, et Édouard Dulot, donc de Cartesiam et Smart DTV, qui vont nous expliquer de manière très pédagogue qu'est-ce que l'IA embarqué, qu'est-ce que l'IA au niveau du Edge, qu'est-ce que le Full Edge, qu'est-ce que le Cloud AI et qu'est-ce que l'approche hybride aussi. On aura la chance d'avoir ces différentes approches, les différents avantages, inconvénients et domaines d'application. Et puis les cas d'usage concrets, je le disais, dans l'industrie, notamment avec le Full Edge pour Cartesiam, et on a la chance d'avoir Naval Group qui témoignera justement du bienfait et du domaine d'utilisation, du domaine d'application du produit justement Nano Edge AI de Cartesiam, et puis un autre domaine, dans le domaine du commerce, de la reconnaissance vidéo, avec une autre approche, moins Full Edge et plus Edge AI et Cloud AI avec Smart DTV, qui nous racontera effectivement comment ils l'utilisent et en quoi ça leur apporte des expériences clients très innovantes et notamment une augmentation de chiffre d'affaires pour leurs clients. La session questions-réponses à la fin du webinaire, je vous invite, je vous le rappelle, à poser vos questions par écrit dans le module questions. Plus vite elles seront posées, plus vite elles seront traitées. Voilà, nos speakers, si vous voulez bien allumer vos webcams, tous. Je ne sais pas si Ellie a eu la chance de se connecter. En tout cas, Ellie de Naval Group nous entend, je pense. Donc, on a Bertrand Penacchio, je disais, donc business developer dans la division IoT. Bonjour Bertrand, bienvenue et merci de Smart DTV. Édouard Dulot, donc, qui a déjà pris la parole, directeur délégué de Cartesiam. Et puis, Ellie, est-ce que vous nous entendez, Ellie? Ellie Sitiris, donc R&D Innovation Manager chez Naval Group, qui a eu un petit problème pour se connecter audio ce matin. Ça marchait très très bien. Alors, je vous entends là. Très bien, super. Bonjour et bienvenue. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Bonjour à tous. Ouais. D'accord. Bon, le plus important, c'est que vous nous entendiez. Et puis, comme convenu, vous interviendrez après l'intervention de Edouard, donc de Cartesiam. Et puis, bien sûr, si des questions s'adressent à Naval Group, on ne manquera pas de vous les partager. Voilà, merci. Ça c'est pour les prochains events, mais je vais plutôt te donner la parole, Edouard. Donc, je te passe présentateur si tu veux bien. Avec plaisir. Donc, bonjour Edouard, bonjour à tous. Donc, Édouard Dulot, oui, directeur délégué de Cartesiam. Montrer mon écran. Hop. Voilà. Tu peux afficher ta webcam au début pour qu'on puisse humaniser peut-être et voir qui tu es, s'il y a encore des personnes qui ne te connaissent pas. Que vous voyez bien. Très bien. Ça va, vous voyez la bonne chose. C'est parfait. Donc oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter Cartesiam en quelques mots et ensuite, de manière à pouvoir introduire la suite. Voilà, donc, alors, je coupe ma webcam. Hop. Allons-y, donc Cartesiam. Donc nous, on est une société spécialisée dans le machine learning, mais dans le machine learning bien particulier puisque c'est at the edge. Et donc justement, on va parler un peu de tous ces concepts-là dans quelques instants. Et notre objectif, c'est d'aider des développeurs
qui n'ont pas d'expérience en intelligence artificielle à finalement créer facilement et rapidement des objets intelligents. Voilà. Alors, je pense que l'important surtout pour vous, c'est de découvrir quelle est l'opportunité marché. Donc l'opportunité marché, on parle aujourd'hui, d'ailleurs quand on y parle, c'est McKinsey qui présente ces chiffres-là. Donc 100 milliards d'objets connectés à 2025. Donc 2025, on va dire, c'est demain matin. Et dans ces objets-là, il n'y a pas seulement des objets connectés, mais on parle aussi de toute une catégorie d'objets qui est l'objet intelligent, qui représentera 25 milliards de cette totalité d'objets connectés. Alors, finalement, on a ce marché-là, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut y aller? C'est là où je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est quand vous allez vouloir vous lancer dans une démarche en fait de création d'objets connectés, que ce soit un équipement industriel ou que ce soit un IoT ou même n'importe quelle forme d'objet. En fait, vous allez devoir choisir, on va vous proposer en tout cas plusieurs démarches pour réaliser ces projets-là. Et dans ces démarches-là, en fait, on va avoir différents avantages et différents inconvénients ou différentes limitations, on va dire. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle le full edge. Donc, le full edge, c'est quoi? Le full edge, c'est l'ensemble de l'intelligence est contenu dans l'objet. Donc, avec des systèmes assez arides en termes de mémoire mais aussi avec la possibilité de faire des objets qui sont sur batterie. Ensuite, on va arriver à une deuxième partie d'intelligence qui est la partie edge computing. Donc, on parle beaucoup de ça pour tout ce qui est voitures connectées, smart building, où là, en fait, on va quand même collecter un certain nombre de données. Ces données vont être traitées avec un peu plus de puissance de calcul, mais il va falloir déjà transporter la donnée de l'objet ou du capteur vers ce premier système. Donc, il va falloir réfléchir aussi à la partie sécurité de la data et transfert de la data. Et ensuite, un dernier élément qui va être le full cloud, où là, finalement, on va ramener toutes les données vers des très gros serveurs avec beaucoup de puissance de calcul, mais aussi beaucoup de consommation de données. Donc, les approches en fait de projets sont souvent faites finalement de manière assez progressive. Et pour vraiment qu'un projet se réussisse, généralement, il est intéressant de positionner, on va dire, à chaque étage un certain nombre d'IA avec un certain nombre de décisions de manière à ce que la donnée qui arrive au niveau du cloud soit la donnée la plus pertinente possible. L'objectif étant de ne pas forcément stocker de la donnée qui ne sert à rien, mais vraiment stocker la donnée valorisée. Je vous prends l'exemple de vos photos. Vous stockez beaucoup de données avec vos photos, mais finalement, lesquelles sont vraiment utiles, lesquelles allez-vous vraiment vous servir dans un deuxième temps. Donc, c'est vraiment ces questions-là. Quelles données, à quel étage je les traite et avec quels moyens je vais les traiter. Donc, on va essayer aujourd'hui d'éclaircir un peu tout ça. Mais ce qui est important, voilà, c'est que vous ayez bien ces définitions full edge, edge computing et full cloud. Alors, quand on regarde l'approche classique et à cloud, en fait, ça va nécessiter beaucoup de collecte de données. Je vous reprends l'exemple de Google. Quand Google a lancé ses moteurs, ses algorithmes d'intelligence artificielle, finalement, il aura fallu beaucoup de photos. Alors, le gros avantage, c'est que on est tous gentils avec Google, c'est qu'on tag des photos, le chien, le chat, une femme, un homme, une voiture, une colline. Donc, finalement, non seulement on leur transmet de la donnée, mais en plus, on va la qualifier, on va la valoriser en mettant justement ces fameux tags. Donc tout ça, ça va donner à Google énormément de matière pour développer les algorithmes d'intelligence artificielle. Dans notre côté, il y a les industriels, et les industriels, finalement, eux, n'ont pas toute cette quantité de données. Ils n'ont pas forcément tous les défauts associés au fonctionnement ou dysfonctionnement des machines. Donc, la collecte des données va être, on va dire, une première opération dans le déploiement d'un projet qui peut s'avérer extrêmement laborieuse. Et d'ailleurs, si on regarde ce que dit Cisco dit que dans 74% des cas de création d'objets intelligents, finalement, l'obtention de la donnée et il y a aussi une notion de compétence de personnes pour pouvoir traiter ces données sont des freins extrêmement importants. Donc, l'idée, c'est de se dire,
est-ce que finalement, il n'y a pas des moyens pour commencer à mettre de la valeur ajoutée dans le projet sans avoir à démarrer directement par cette phase de collecte de données qui peut être extrêmement longue et risquée. Et pourquoi risquée? Parce que justement, là, c'est ce que je mets sur la droite. Quand vous allez faire cette collecte de données, quand vous allez faire ce traitement de données, vous n'avez pas la garantie du fonctionnement final. C'est-à-dire que vous n'avez pas de moyen, a priori, de tester la pertinence finalement de ces données. Donc, il y a une approche qui est une approche différente, qui est l'approche du full edge, qui est de dire, est-ce que finalement, plutôt qu'essayer de passer par la collecte de données, est-ce que dans un premier temps, pour déployer rapidement un objet, je ne peux pas réfléchir différemment? Et la réflexion qui a été prise, notamment par Cartesiam, ça a été la réflexion de se dire, finalement, dans la vraie vie, qu'est-ce que l'on fait? Et dans la vraie vie, en fait, qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre l'exemple de votre voiture. La dernière fois que vous avez acheté une voiture, donc exemple qui n'est pas industriel, mais qui est quand même sur un objet technique. La dernière fois que vous avez acheté une voiture, vous avez commencé à la conduire pendant quelques heures ou quelques jours. Et finalement, vous n'êtes pas des spécialistes de la mécanique. Vous n'avez pas vu passer des milliers de voitures entre vos mains avec des milliers de défauts. Donc, ce que vous vous êtes dit dans un premier temps, c'est tiens, je vais essayer d'apprendre les bruits normaux de ma voiture. Donc, votre approche a été différente. Elle n'a pas été de dire je veux connaître tous les défauts de la voiture. Elle a été plutôt de dire je veux apprendre le fonctionnement normal de ma voiture. Et c'est ce que vous avez fait pendant les premiers jours. Vous avez roulé à 50, à 80, à 100. Et vous avez appris finalement ces bruits normaux. Pour faire ça, ce que vous avez besoin, c'est d'un cerveau avec des capacités d'apprentissage. Dans un deuxième temps, ce que vous avez fait, c'est que vous avez commencé à conduire votre voiture et une semaine, un mois, un an plus tard, il y a des bruits nouveaux qui sont apparus. Et là, ça a déclenché chez vous une alerte en disant « Ah, par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ma connaissance initiale, il y a quelque chose de différent qui se passe. » L'avantage, c'est que après une semaine de fonctionnement de votre voiture, vous avez peut-être entendu des bruits et vous avez tout de suite dit il y a un problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas attendu de vous repasser 1000 voitures entre vos mains avec 10 000 cas de défauts pour vous dire je suis un expert de la voiture et des défauts. Je peux maintenant commencer à, quand je vais acheter une voiture, à me dire s'il y a un problème. Vous avez pris une autre philosophie, c'est une capacité d'apprendre, un apprentissage qui aurait été fait dans les premières heures ou les premières minutes de fonctionnement de votre équipement. Et ensuite, le comparatif entre la situation initiale et ce qui va se passer dans le suivant. Et ça, c'est vraiment une approche qui va changer complètement, en fait, la manière de déployer un projet industriel. C'est-à-dire qu'il ne sera plus nécessaire d'avoir l'ensemble des cas de fonctionnement d'une machine. Un moteur peut être installé de 1000 façons différentes. L'ensemble des défauts associés à cette machine. Enfin, les industriels se diront toujours, mince, je n'avais pas encore vu ce défaut-là, etc. Donc, on va vraiment rentrer dans je mets un moteur d'apprentissage, je mets donc un cerveau capable d'apprendre dans l'objet. Un deuxième avantage de l'IA embarquée, c'est qu'aussi au niveau de la sécurité des data, et on en reparlera je pense tout à l'heure avec SmartDTV, on va pouvoir traiter un certain nombre d'informations directement dans l'objet et donc de garder énormément de données dans l'objet sans qu'elle ait besoin de partir. Un autre sujet, c'est aussi l'économie d'énergie, c'est que le fait d'être directement dans l'objet, vous allez consommer beaucoup moins d'électricité, donc vous allez pouvoir imaginer des produits qui se déploient sur batterie, donc avec une facilité de déploiement terrain qui va être énorme. Donc nous, dans l'approche de Cartesiam, on a développé justement un studio. Ce studio a été d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cofinancé grâce à des aides. Donc il s'adresse en fait à des entreprises de toute taille. Donc on a à la fois des grands groupes et à la fois des petites sociétés, on va venir tout à l'heure sur les exemples. L'avantage aussi de ça, c'est que quand on va créer le cerveau en fait dans l'ordinateur, on va pouvoir simuler un certain nombre de situations et donc en plus on va pouvoir tester avant même que l'objet soit fabriqué, est-ce qu'il va être pertinent de mettre cette technologie. C'est-à-dire qu'en fait dès le départ, vous allez dérisquer votre projet et vous allez pouvoir donc mettre en place un produit opérationnel qui est déjà dérisqué. C'est utilisable par un ingénieur sans expérience en intelligence artificielle. Et en fait, notre logiciel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner pour vous le programme qui est
le plus adapté à votre situation. Donc, en fait, il n'y a pas de création de programme. En fait, ça va vous livrer un programme pré-packagé qui est ce fameux cerveau d'IA, ce cerveau d'auto-apprentissage qui permettra à l'objet, sur place, d'apprendre de la situation. Les cas d'application, il y a plusieurs cas d'application, des détections d'anomalies, donc j'ai un problème et ça me lance l'alerte. Et puis, c'est là où, pour le projet, ce qu'on peut faire, c'est aussi des projets justement où derrière, dans un deuxième temps, on va pouvoir rajouter d'autres fonctionnalités qui est de dire, non seulement c'est tombé en panne, mais en plus, je veux savoir pourquoi est-ce que c'est en panne. Donc, c'est là, on va parler de classification d'anomalies. Il va falloir un peu plus de temps de collecte de données dans ces cas-là, puisqu'il va falloir récupérer un certain nombre de situations, mais on pourra ajouter, là encore, un certain nombre de décisions dans l'objet qui disent, si je prends l'exemple d'un moteur, c'est ma courroie qui est en train de se défaire, c'est mon roulement bambi qui est en train de tomber en panne, j'ai un problème à ce niveau-là, sur un alignement d'axe, etc. Donc, on va pouvoir rajouter en plus des classifications d'événements pour dire j'ai tel ou tel problème. On a des cas d'application sur d'autres domaines d'activité. Là, je parle plutôt de l'industrie, mais il y a d'autres domaines qui peuvent être la santé, la sécurité, détection de fraude, etc. Voilà, donc il y a pas mal de cas d'usage de la technologie. C'est des technologies qui vont pouvoir être appliquées sur n'importe quel type de capteur, et c'est ça qui est intéressant. Vibration, courant, pression, on va voir les cas d'usage tout à l'heure. On peut, ultrasons, ça peut être une façon de détecter s'il y a des départs d'arc électrique, puisque ça fait de l'ultrason, ou des départs de fuite de gaz, qui font aussi de l'ultrason. On ne travaille pas sur la vidéo et sur la voix, c'est pas notre domaine d'activité, puisque nous, on s'est focalisé sur ce qu'on appelle le microcontrôleur, donc vraiment l'objet, un objet avec très peu de puissance de calcul, mais qui vraiment permet d'avoir des équipements très, très économiques. Donc, on fait pas de vidéo, on ne fait pas de reconnaissance d'image, le chien, le chat, on ne fait pas. On ne fait pas la voix, c'est-à-dire qu'on ne fait pas parler maman, etc. Par contre, on peut faire du son, on peut reconnaître des sons et on peut reconnaître en vidéo. Alors, quand on dit vidéo, c'est des caméras basse résolution, on peut reconnaître un certain nombre de phénomènes avec du thermique. Voilà, pour vous donner quelques cas d'usage, parce que je pense que c'est toujours intéressant de rendre un peu concret la chose. Donc là, voilà, un exemple, par exemple, l'accroélectronique, ils ont un four de refusion. Donc c'est un four qui permet d'évaporer en fait un certain nombre, enfin de réaliser un certain nombre d'opérations sur la carte électronique. Et ils ont sur les cartes en fait une sorte de vernis de dépôt qu'il faut faire évaporer lors de ce processus. Lorsque ça s'évapore, ça passe par un filtre. Le problème, c'est que les cartes électroniques qui traitent dans ce four n'ont jamais les mêmes tailles, et donc finalement l'encrassement du filtre est toujours à des vitesses variables. Jusqu'à maintenant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils changeaient de manière périodique le filtre, sauf que parfois ils le changeaient, c'était trop tôt parce qu'ils avaient passé des cartes électroniques qui n'avaient pas beaucoup de produits, et puis à l'inverse, parfois c'était trop tard parce que justement les cartes étaient des grosses cartes et que du coup il y avait beaucoup de produits. Donc finalement, le problème, c'est qu'ils ne changeaient jamais au bon moment, ça générait des problèmes de qualité. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on leur a mis en place un petit capteur à base de notre techno qui se base sur la vibration du filtre. Plus le filtre s'encrasse, plus il va vibrer différemment, et qui vont permettre de finalement trouver à quel moment le filtre est encrassé. Un autre exemple, c'est la société Altior qui, eux, ont fait des détecteurs de fuite d'eau, donc pareil, sur des systèmes de vibration qui permettent en fait d'apprendre en fait des comportements de tuyauterie, et qui, lorsque justement il y a des systèmes anormaux ou des fonctionnements anormaux, ça peut identifier qu'il y a un problème de fuite qui arrive. Voilà, la force, et là je note là ce qu'a donné le président Altior, quelques semaines ont suivi pour créer le sujet. Donc c'était quelque chose qui a été, voilà, une des forces, c'est de se dire, j'attends pas 6 mois, j'attends pas 1 an pour avoir un produit opérationnel. Eux, ça a duré quelques semaines. Bosch aussi, qui ont créé un capteur multi-application. En fait, pour être exact, ils avaient leur capteur multi-application, et c'est ça aussi l'intérêt des technos d'IA embarqués qui peuvent se mettre sur les microcontrôleurs, c'est que ça peut se mettre sur un équipement existant, parce qu'en fait, c'est des solutions qui sont très arides en termes de mémoire. Et donc voilà, donc là, on peut embarquer notre techno sur ce genre de capteurs qui vont permettre justement de faire différentes applications. Donc là, c'est un capteur multi-application. Là aussi, le produit a été opérationnel en quelques semaines.
Enfin, je prendrai l'exemple de Schneider. Donc, eux, leur idée, c'était plus sur des sujets d'équipement électrique. Donc, on peut imaginer pas mal de systèmes. Par exemple, l'électricité, c'est vraiment un bon capteur avec des pinces ampères métriques ou des effets Hall. On peut avoir pas mal de choses. Pareil, le vibratoire aussi, c'est un cas d'application. Et donc, eux, ils ont plusieurs projets avec nous. L'idée, c'est aussi l'universalité de la techno. En apprenant sur place, on peut avoir un capteur qui est ultra universel. Je vous prends l'exemple de la voiture. Vous avez appris votre voiture, c'était peut-être une Renault. Demain, vous allez acheter une Peugeot, une Mercedes ou peu importe. Vous allez mettre votre même cerveau avec votre même capacité d'apprentissage et vous allez pouvoir adapter en fait cet apprentissage sur un autre environnement pour avoir des données qui sont les plus pertinentes, les plus sur mesure par rapport à l'équipement. Vous êtes dans votre Renault, vous apprenez votre Renault, vous achetez une Renault, une Peugeot, vous mettez à zéro votre connaissance passée et vous réapprenez l'ensemble sur place en quelques heures. Voilà. Donc, c'est vraiment la force de la chose. Je voulais vous partager un petit peu ces exemples. On pourra en discuter derrière dans la partie questions-réponses. Donc, vous pouvez télécharger le logiciel pour faire des essais. Il y a des exemples qui sont assez marrants dans datacartesian.ai qui vous permettent en fait de voir pas mal de cas d'usage. Donc, dans l'industrie, dans la santé, dans les voitures connectées, etc., où vous pouvez voir un petit peu des exemples. C'est assez marrant. Bien sûr, on est là pour vous aider, pour réfléchir avec vous sur votre cas d'usage. Et puis là, ce qu'on voulait faire, c'est on voulait vous donner un exemple concret d'une réalisation d'un de nos clients. Donc, je vais laisser la parole à Elie, qui va vous présenter justement le cas d'usage de Naval Group. Super, merci beaucoup, Edouard. Elie, est-ce que vous nous entendez? Alors, je vous entends. Je ne vous vois pas, par contre. Moi, c'est l'outil qui est complètement planté. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, il navré de ne pas pouvoir me joindre. Je ferai défiler Elie. Je t'indiquerai les passages de slide, oui, si tu veux bien. Donc là, je suis sur la première slide, la slide introduction. D'introduction, oui. Alors, juste un mot d'introduction concernant les activités de Naval Group. Donc, pour dire que Naval Group est donc leader européen du naval de défense. Et donc, nous concevons, nous réalisons, nous maintenons et nous démantelons des bâtiments de surface et des sous-marins pour la Marine nationale, qui est notre premier client, mais aussi pour des marines étrangères. Donc, avant de parler plus précisément du cas d'usage sur lequel nous travaillons avec NanoEdge Studio, j'aurais voulu faire juste un petit dézoom pour vous parler de transformation numérique et comment elle s'opère chez Naval Group. Donc, ce sera sur le slide suivant, sur la transformation numérique chez Naval Group. Donc, pour dire rapidement qu'évidemment, ça devient une priorité pour nous parce que c'est considéré comme une opportunité disruptive et que l'objectif qu'on a, c'est d'essayer d'en tirer profit tout au long du cycle de vie de nos produits, de manière à assurer à la fois notre performance industrielle et la supériorité opérationnelle de nos clients. Donc, finalement, les navires sont amenés à évoluer, mais pas que, les chantiers également. Et l'outil industriel devient plus numérique, plus flexible, plus agile, et notamment via également des partenariats, des technologies qui semblaient futuristes il n'y a encore pas très longtemps commencent à entrer dans le quotidien des collaborateurs. Donc, on a des exemples de cobotique, de fabrication additive, de réalité augmentée qui commencent à vraiment faire partie du quotidien. Quant aux données, elles sont évidemment scrutées tout au long du cycle de vie. C'est le concept de jumeau numérique et c'est vraiment une source de qualité et d'efficacité grandissante. Donc maintenant, si on rezoome un petit peu vers notre cas d'usage, un dernier mot de contexte pour dire qu'il s'agit d'un cas d'usage qui porte sur le MCO, donc le maintien en condition opérationnelle. Il est porté par le COSIN, par le Centre opérationnel de soutien intégré numérique, dont une des missions est le développement d'outils de maintenance intelligente, avec notamment l'IMS, qui est donc un système embarqué qui permet de faire de la surveillance, de l'anticipation, du diagnostic et de la recommandation en termes de maintenance, et dans lequel les approches IA peuvent naturellement trouver leur place. Donc, si on passe au slide suivant, pour parler de notre besoin et notamment de ce qui a fait notre intérêt pour la solution proposée par Cartesiam, le besoin, c'est évidemment d'amener de l'intelligence. Un des deux points qui ont vraiment fait notre intérêt pour la solution, le premier point, c'était de dire c'est pour nous une nouvelle façon d'amener l'intelligence. Nous, traditionnellement, du fait qu'on est sur un métier de haute technicité, l'approche traditionnelle, ça va être l'approche dite métier. Donc, on va combiner des lois physiques, des lois empiriques, mais c'est vraiment basé sur l'expertise de la machine, de l'équipement.
Une autre approche, c'est l'approche data science. Donc là, on est sur peut-être un peu moins d'expertise machine, mais des compétences nouvelles, de l'utilisation plus massive de la donnée. Donc ces deux approches, finalement, on les connaît, on sait les mettre en œuvre, on sait surtout les combiner parce que c'est finalement s'avère le plus efficace. Et ce qui nous a intéressé dans la solution de Cartesiam, c'est de dire que c'est une nouvelle façon d'amener l'intelligence qui quelque part démocratise la data science. Et notre objectif, c'est de la tester, c'est de voir, voilà, de pouvoir comparer des performances, du temps de développement selon l'approche choisie. L'autre point d'accroche, c'était du fait que nous étions en train d'investir dans des solutions edge. Le besoin qu'on a finalement, c'est de multiplier les points de surveillance. Plus le navire sera mis sous surveillance, et plus on sera capable de réagir vite en cas d'avarie. Donc on a besoin de multiplier les points de surveillance, mais dans le même temps, on doit essayer de ne pas trop alourdir les infrastructures. On doit notamment essayer d'éviter le filaire si possible, d'aller vers du capteur autonome en énergie. On doit éviter de créer en fait des réseaux un peu tentaculaires qui traversent le navire de part en part si le besoin n'est pas là. L'autre point, c'est d'assurer d'écarter les risques cyber et de protéger la donnée, parce que c'est une donnée qui est intrinsèquement sensible, qui appartient à la Marine nationale. Voilà pour le besoin finalement, c'est d'amener de l'intelligence au plus près de la mesure et pourquoi pas avec des méthodes innovantes pour nous. Si on passe au slide suivant pour parler vraiment du cas d'usage, le premier cas d'usage sur lequel on travaille aujourd'hui donc avec la solution NanoEdge, il s'agit de suivi vibratoire de machines tournantes. Donc c'est quelque chose qui traditionnellement se fait par des mesures d'accélérométrie. C'est un domaine dans lequel nous avions déjà travaillé à enrichir ces mesures de façon à la fois à contextualiser la mesure et à apporter des fonctionnalités nouvelles du type levée d'alerte en cas de dérive, typiquement, et sur lesquelles nous appuyons sur notre approche métier. Et c'est ce que nous faisions donc avec le CIMT que vous voyez là, ce petit capteur, donc il s'appelle le CIMT pour capteur intelligent pour machines tournantes. Et dans lequel, du coup, aujourd'hui, nous essayons nous avons intégré des algorithmes issus de NanoEdge Studio, des algorithmes de détection d'anomalies, et nous essayons de voir comment cela se comporte versus une approche plus traditionnelle pour nous. Donc, nous le faisons dans le CIMT que je montre ici, et aussi dans des capteurs un peu plus complexes qui sont aujourd'hui en cours de développement chez nous. Si on passe au slide suivant, pour faire un premier ex, c'est une démarche qui est toujours en cours, mais sur lesquelles nous avons déjà des premiers résultats et des premières conclusions. Pour dire déjà dans un premier temps que lorsqu'on a évalué les algorithmes issus de NanoEdge sur des données de bande d'essai, on a eu des résultats très satisfaisants, très motivants, qui nous ont poussé à poursuivre l'exercice plus loin. Ça, c'est un premier point. D'un autre côté, jusqu'ici, on est conforté dans notre espoir dès qu'on se fait de l'adéquation du full edge avec nos besoins, sur lesquels je ne reviendrai pas, mais juste pour dire que le fait de traiter la donnée à la source et de la remonter qu'au juste besoin, finalement, ça répond à notre cahier des charges en termes d'infrastructure, cyber, protection des données. Et l'autre point, c'est le gain de temps substantiel, finalement, qui nous intéresse plus particulièrement, la réduction du temps d'apprentissage, en développement du fait de l'apprentissage in situ, qui pour nous est quand même assez discriminant. Pour parler rapidement des prochaines étapes, sur le dernier slide, aujourd'hui, ce sur quoi nous travaillons, c'est de poursuivre l'intégration des algorithmes Cartesiam dans notre CIMT, par exemple, et de passer à l'échelle, en fait, de faire une expérimentation en conditions réelles à bord d'un navire de la Marine nationale, pardon. Donc ça, c'est quelque chose qui se fera début d'année prochaine. Et l'espoir qu'on a, c'est évidemment de valider les performances qu'on a eues sur bande d'essai, de les valider dans ces conditions plus contraignantes, qui sont plus compliquées du fait de la proximité des sources vibratoires, des mouvements de plateforme qui, on le sait, vont complexifier un peu l'exercice. Et autre point, de vérifier, de confirmer la facilité d'intégration de ces algorithmes dans nos capteurs. Et le coup d'après, c'est les coups d'après, parce qu'on peut imaginer de nombreux cas d'usage au-delà du suivi vibratoire. Ce n'est qu'un exemple. On peut tirer profit d'une multitude de mesures physiques. On peut imaginer des solutions sur navire, comme dans nos ateliers. Et finalement, ça ouvre le champ des possibles en termes de création de nouveaux services et outils de surveillance pour le marin. Toujours dans l'idée c'est au bénéfice de la robustesse des installations finalement et de la disponibilité du navire. Donc voilà, de nombreux cas d'usage, j'espère, en perspective. Je pourrais peut-être partager dans un futur webinaire. Voilà. En attendant, je vous remercie pour votre attention aujourd'hui.
Merci beaucoup Élie, en tout cas pour toutes ces explications et avec plaisir, je note, je prends au vol la proposition de détailler d'autres cas d'usage, c'était passionnant. Édouard, tu veux reprendre la parole peut-être juste avant de donner la main à Bertrand de Smart DTV? Non, c'était vous remercier en tout cas pour le témoignage. Voilà, donc en tout cas, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, D'accord. donc je suis très content de vous avoir fait cette première introduction et je pense que de toute façon il y aura des questions derrière, donc on parlera avec les questions derrière. Tout à fait, tout à fait. N'hésitez pas à poser vos questions dans le module donc questions par écrit et nous allons les sélectionner et les nommer éventuellement si elles sont ciblées aux différents speakers, hein, que ce soit Élie, Bertrand ou Édouard. Donc Bertrand, je te nomme présentateur et je voulais aussi vous rappeler une petite chose que j'ai oubliée dans l'intro. Vous êtes enregistré bien sûr et puis la vidéo sera disponible en replay pour tous et vos micros sont bien sûr coupés, hein, puisque vous êtes nombreux pour la durée du webinaire. Mais par contre, encore une fois, n'hésitez pas à interagir ou partager vos expériences autour de l'IA embarqué, du Full Edge ou des approches hybrides ou du Cloud AI, pourquoi pas, pour la fin du webinaire. Voilà, Bertrand, est-ce que tu peux montrer ton écran, qu'on puisse voir finalement une autre approche, de l'IA, avec non pas du Full Edge, mais plus du Edge ou du Cloud pour des applications dans le domaine plutôt du commerce en général, retail et autres. Super Bertrand, merci pour la caméra, comme ça on te voit, c'est très bien. C'est bon, tout le monde voit, ouais. Parfait. Ben, déjà, dans un premier temps, merci Fabienne pour nous avoir invité Smart DTV à partager sa vision lors de ce webinaire. Donc, effectivement, Smart DTV, on est sur un secteur un peu différent de celui qu'a présenté Édouard. Nous, on est vraiment dans l'IA liée à la vidéo. Donc, aujourd'hui, on est parti du postulat que il y avait des millions de caméras qui étaient déjà déployées de par le monde, dans les magasins, dans les villes, dans les parkings, les bâtiments et tout ça. Les caméras de vidéosurveillance aujourd'hui sont des capteurs qui sont très puissants, qui peuvent permettre de capturer plein d'informations à condition d'avoir l'intelligence artificielle appropriée. Voilà. Ces caméras, elles peuvent avoir un certain coût. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir réutiliser toutes ces caméras qui sont déjà déployées et de les mutualiser sur plusieurs cas d'usage. Avec toutes ces informations du coup qu'on capture via les caméras, qu'on transforme en informations utiles, ça déclenche des nouvelles opportunités et des nouvelles possibilités donc dans les industries type Smart City, Smart Retail et j'en passe. Donc pour faire une petite introduction sur Smart DTV et pourquoi on est venu sur ce secteur de marché et un petit peu notre vision. Pour ceux qui connaissent pas Smart DTV, c'est une société qui est basée à La Ciotat. On a 25 ans d'expérience et notre secteur initial, c'est plutôt la télévision. Donc, on a une certaine expérience dans la gestion de flux vidéo. Voilà. Et on est aussi expert dans le design et la fabrication de hardware, notamment des décodeurs télé et des modules d'accès. Et donc, il y a quelques années, on a pris la décision de se diversifier dans l'IoT et dans l'intelligence artificielle. Et on a voulu mettre à profit donc cette expérience qu'on avait dans ces domaines-là. Du coup, en analysant le marché, on a vraiment ciblé cette partie vidéo et également aussi la partie cloud qui aujourd'hui a beaucoup d'ampleur. Donc, il y a des acteurs dans le cloud qui sont très présents comme Amazon ou Microsoft. Et donc, la plupart du temps, on voit ces acteurs qui sont très forts, mais malgré cette demande de cloud, on voit que
le besoin d'Edge est toujours là. Donc du coup, je vais vous faire une petite explication de notre vision entre le cloud et l'Edge. Donc effectivement, dans le cloud AI, il y a ces acteurs qui sont très populaires, qui permettent la mutualisation des ressources et d'avoir des puissances de calcul bien plus développées. Cependant, donc là, je pense qu'on est assez en phase avec la présentation d'Edouard qu'il y a eu avant. Il y a quand même un besoin marché et donc une tendance marché qui est là, d'avoir l'AI à l'edge au plus proche des capteurs. Donc en l'occurrence, nous, le capteur, ce sera le capteur vidéo. Et donc, il y a plusieurs avantages à avoir l'intelligence à l'edge. Ça peut être de gagner en bande passante, d'éviter de saturer les réseaux avec des informations, surtout dans le cas de la vidéo, qui peuvent être des informations qui sont assez lourdes. Avoir l'information qui est traitée en local, ça permet aussi de résoudre des problèmes de confidentialité, notamment avec les politiques de RGPD où on veut protéger les informations. Le fait de traiter les flux vidéo à l'edge et d'envoyer sur le réseau finalement des données qui sont anonymisées et qui ne sont plus que des métadonnées, ça permet aussi de résoudre ces problématiques-là. Voilà. Et il y a une dernière approche qui est un peu plus niche, je dirais, qui est la partie hybride. Donc, dans cette partie-là, on peut avoir de la flexibilité de traiter une partie des flux vidéo à l'edge et une autre partie dans le cloud. Donc ça peut être des algorithmes qui sont très demandeurs en ressources et on peut faire une présélection donc des flux vidéo à l'edge et envoyer ce fragment de flux ou ce fragment d'information dans le cloud pour un traitement final. Et ça peut être valable sur des algorithmes qui demandent des résolutions très hautes avec des caméras type 8K ou ce genre de choses qui sont vraiment très lourdes à transiter sur le réseau. Donc, pour conclure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche entre l'edge ou le cloud. Ça dépend juste un peu du besoin client. Et voilà. Bon, après, nous, on voit clairement une tendance pour l'intelligence à l'edge. C'est vraiment une tendance marché. Fort de ça, donc SmartDTV a pensé à une plateforme qu'on a nommée Edgeway. Et donc, cette plateforme, elle permet de faire le lien entre les applications IoT et les caméras. Donc, nous, ce qu'on propose vraiment, c'est quelque chose standard, basé sur des protocoles standards qui peut s'intégrer avec n'importe quel type de caméra et n'importe quel type d'application. Et donc ça, je pense que c'est vrai pour n'importe quelle solution qu'on peut rechercher sur le marché, c'est d'avoir quelque chose de standard qui puisse s'intégrer avec différents acteurs. Donc le protocole utilisé, c'est OnVIF, qui est très connu dans le monde de la vidéo. Et ensuite, grâce à notre plateforme, on peut choisir d'appliquer l'intelligence artificielle à l'edge et donc après de transférer ces informations aux applications IoT. Et donc ces informations peuvent être dupliquées sous forme de caméras virtuelles. Et donc là, on va sur la mutualisation d'une même caméra. Donc le but, c'est vraiment de réutiliser ces caméras qui peuvent être coûteuses pour plusieurs cas d'usage. Donc j'y viendrai dans des cas d'usage un peu plus spécifiques. Mais le but, c'est vraiment de réutiliser ce qui est déjà en place. Sur l'intelligence artificielle, donc au niveau du déploiement d'intelligence artificielle, ce genre de plateforme, selon nous, est quand même assez crucial parce que ce qu'on a pu voir par des rapports, notamment des rapports Gartner, c'est que la plupart des projets AI restent coincés au stade de POC. Pourquoi? Parce que développer de l'AI sur quelques sites et faire un proof of concept, c'est aujourd'hui réalisable très facilement. Mais quand on veut le déployer à grande échelle, on est vite
on est vite heurté à des problèmes de management, de gestion, et d'avoir une solution qui est professionnelle et qui peut finalement être managée très facilement. Voilà. Donc ça, je pense qu'Edouard en a parlé aussi, avec le machine learning et les algorithmes qui ont besoin d'être entraînés régulièrement, d'avoir des mises à jour, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est important et que nous, on souhaite proposer dans notre solution. Et on peut même imaginer du coup avoir des panels de classification selon les sites, selon les capteurs, donc avoir des mises à jour différentes, des algorithmes d'AI différentes, et donc créer des panels de gestion différents. Donc pour résumer, c'est vraiment l'idée d'avoir une caméra qui après pourra être rattachée à plusieurs cas d'usage. Voilà. Donc les cas d'usage, ça peut être des cas très variés, et ça dépendra clairement de l'algorithme d'intelligence artificielle qui sera déployé sur la plateforme. Et donc là, on peut adresser beaucoup de marchés, beaucoup de cas d'usage. Donc là, je vais vous donner quelques exemples de cas d'usage ciblés sur certains marchés. Le premier marché, c'est les smart cities. Donc les villes ont déjà des caméras de vidéosurveillance qui sont déployées. Les villes sont heurtées à des problématiques, et donc grâce à ce type de plateforme, elles peuvent déployer de l'intelligence artificielle et finalement rendre ces caméras utiles et leur permettre de générer des informations qui leur permettent. Alors dans le cas des villes, c'est pas souvent monétisé, mais finalement c'est rendre la ville au quotidien plus efficace. Voilà, pour les utilisateurs qui sont finalement les habitants de la ville. Et voilà. Un des cas, donc ça peut être la détection de trafic et l'optimisation des carrefours. Donc dans certaines grandes villes, notamment là c'est un cas au Royaume-Uni, ils sont pas très fans des ronds-points, et puis de manière générale dans les grandes villes, il n'y a pas trop de ronds-points. Et donc du coup la gestion du trafic dans des gros carrefours, ça peut vite être problématique avec des voies de bus, des temps d'attente, des files qui peuvent se répercuter sur d'autres carrefours, des pistes cyclables, et tout ça combiné, ça devient assez complexe à gérer. Et donc du coup, ce type d'application peut permettre vraiment d'optimiser le trafic au carrefour. Ensuite, il y a un algorithme qui est très connu, qui est la reconnaissance de plaques minéralogiques. Donc ça, c'est assez connu de tout le monde, et donc il peut être mis en application pour des cas d'usage multiples. Notamment quand on veut tracer une voiture, quand on veut contrôler le trafic à l'entrée des grandes métropoles pour les pics de pollution, les plaques paires, impaires, ce genre de choses. Et puis, il y a d'autres cas d'usage qui sont moins médiatisés, je dirais, moins populaires, mais qui sont quand même là. C'est pour l'amélioration de la gestion en fait d'une ville. Un exemple, c'est la collection des ordures ménagères. Donc aujourd'hui, on peut avoir un camion poubelle qui va passer et faire sa tournée de manière automatique, et finalement, ce ne sera pas le plus efficace. Et donc, grâce à ce type de détection, le camion va faire sa tournée de collection des ordures ou de ramassage des poubelles publiques en fonction du remplissage de ces poubelles. Un deuxième secteur où on voit beaucoup de potentiel, c'est le smart retail. Donc, le smart retail, c'est un peu le même type de scénario. Donc, les magasins, les centres commerciaux ont déjà des caméras de vidéosurveillance qui sont déployées par centaines, voire par milliers. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réutiliser ces caméras et de pouvoir les mettre au profit de ces magasins et de leur donner des informations qui sont utiles pour leur business. Donc là, il y a aussi un côté pour améliorer un peu l'expérience de l'utilisateur, notamment le temps d'attente en caisse, mais il y a aussi un côté financier qui implicitement, si
les personnes attendent moins en caisse, elles passent plus de temps à dépenser leur argent dans les magasins. Un cas d'usage qui est assez courant aussi et qui est assez populaire, c'est ce qu'on appelle le heatmap. Donc, ça va donner des zones chaudes dans un magasin ou dans un centre commercial qui va permettre de savoir les zones où on pourra mettre en avant un produit qu'on voudra vendre, qu'on voudra lancer, parce que ce sera une zone très passante. Et de la même manière, dans les centres commerciaux, ça permet aussi aux promoteurs de pouvoir adapter les loyers en fonction du passage des utilisateurs. Voilà. Et un dernier point, c'est le comportement des utilisateurs pour savoir les tendances, quel est le panier des gens, combien d'articles ils ont pu acheter. La semaine dernière, je discutais avec un grand retailer français qui me disait que jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à un an auparavant, ils n'avaient pas de solution pour compter le nombre de personnes qui avaient dans un magasin et le nombre de visites journalières. Et donc, comment ils faisaient ça auparavant? Ils regardaient le nombre de tickets de caisse qu'ils pouvaient avoir par jour et c'était leur nombre de visites par jour. Et en fait, c'est complètement faussé parce que ils peuvent avoir un visiteur qui n'est pas forcément devenu un client, qui n'a pas transformé son passage en vente, en passage en caisse. Et donc, du coup, le fait de corréler ces deux informations, aujourd'hui, ça leur permet de savoir si les gens qui viennent dans le magasin achètent ou pas. Et du coup, avec ça, ils peuvent aussi faire des analyses et dire « Ah, aujourd'hui, j'ai eu moins de visiteurs qui ont été convertis. Pourquoi ?» et se poser des questions en fonction de cela. Voilà, et un dernier cas d'usage qui est ce qu'on appelle Smart Industry, c'est un peu au sens un peu plus large. Donc, il y a le classique Health and Safety. Donc, ça, c'est plus pour le contrôle du port du gilet, des casques, qui est pour la sécurité des ouvriers. On a aussi un cas d'usage qui est la mesure de hauteur des véhicules, notamment pour le passage sous les ponts, pour avoir des alertes en fonction des véhicules, pour être trop haut à l'approche d'un pont. Et puis la calibration, le comptage des objets. Donc ça, c'est des cas d'usage purement industriels. Voilà. Et donc pour finir, donc vraiment le but de notre plateforme est de pouvoir réutiliser au maximum les caméras qui sont déjà déployées, de façon à pouvoir réduire un peu l'investissement que les industriels pourraient avoir. On peut aussi, bien sûr, déployer ce genre de solution avec des nouvelles caméras, avoir une solution qui est managée et qui permette de déployer tout type d'intelligence très facilement et à grande échelle. Voilà. Et donc, bien sûr, sans oublier la sécurité qui est omniprésente dans la solution et qui fait partie prenante de la solution. Voilà, merci. Je n'ai pas été trop long, Fabienne. Oui, merci beaucoup. Merci Bertrand, c'était parfait. Je vais peut-être appeler maintenant Édouard et toi-même d'ailleurs à activer votre caméra pour répondre aux questions. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions par écrit dans le module questions. Il y en a déjà 2 pour toi, Édouard, donc je vais sans tarder te les poser et puis attendre les suivantes. Alors, Cartesiam, donc Édouard, pour Édouard, c'est pour toi, la librairie des algorithmes IA que tu as présentée, notamment j'imagine dans le projet Nano Edge AI, est-ce qu'elle a été développée par Cartesiam ou est-ce que ce sont des implémentations tiers? Non, c'est une solution qui est complètement déployée par Cartesiam et développée par Cartesiam. En fait, on a dans nos équipes des mathématiciens qui ont en fait repris, on va dire, ce qui existe en termes d'algorithmes de machine learning. Donc, on n'a pas créé, on va dire, des nouveaux algorithmes. On se base sur ce qui existe dans la littérature. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a redécoupé en briques fines pour ensuite les compacter. Et en fait, notre outil va sélectionner les briques les plus adaptées
pour fonctionner dans des environnements contraints qui sont les microcontrôleurs. D'accord, merci beaucoup, merci. Une deuxième question pour toi, Edouard. Est-ce que dans votre solution, il y a la gestion du cycle de vie de la production logicielle à la manière d'un CI/CD DevOps, avec l'automatisation de tests et le déploiement des pipelines de données et les modèles de machine learning embarqués en production? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre tous les éléments, mais en tout cas, ce que je vais dire, c'est qu'on a dans le logiciel, en tout cas, ce qu'on appelle un émulateur ou un simulateur. Donc, on va pouvoir, enfin, le client, on va pouvoir l'aider à intégrer ces données dans le logiciel qui vont permettre de sélectionner en fait le meilleur moteur d'apprentissage, donc le meilleur cerveau d'apprentissage. Et ensuite, derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on a ce fameux émulateur sur lequel on va pouvoir tester d'autres données pour commencer à entraîner le fameux cerveau toujours en simulation, donc dans l'ordinateur, et ensuite tester différents jeux de données, voir comment est-ce que réagissent ces jeux de données. C'est-à-dire que toute la partie simulation peut être faite dans un PC non connecté, c'est le cas de Naval Group, ils ont des PC qui sont non connectés, donc on n'a bien sûr aucune connaissance de leurs données. Et ensuite, derrière, quand on a validé, quand on s'est rassuré sur la pertinence du sujet, à ce moment-là, on peut commencer à déployer un objet. Et voilà, c'est aussi la force de ce fameux studio, c'est de se dire, en début de projet, avec très peu de données, je veux quand même me conforter dans la pertinence du projet. Et donc, je fais des simulations avant même de commencer à déployer un objet. D'accord, merci. Donc, il s'agissait, je précise, il s'agissait d'un cycle DevOps embarqué spécial machine learning. Voilà, c'était pour la question. OK. Merci beaucoup. Une question pour toi, Bertrand, maintenant. Pour Smart DTV. Alors, votre solution Edgeway, elle est basée sur quel chip pour l'accélération des inférences des modèles de détection? Est-ce que ce sont des TPU, EPU? Alors, je ne sais pas si on pourra répondre à la question. Est-ce que tu n'es peut-être pas Oui, donc en fait, on a. Alors, la solution, c'est une plateforme qui peut être intégrée avec tout type de gateway. Aujourd'hui, on a notre propre gateway qui peut être fourni. Cette gateway, elle est basée sur un chipset IMI Suite, et sur cette plateforme, on peut avoir des accélérateurs d'intelligence artificielle sous forme de slot M2. Et donc aujourd'hui, on a intégré le Google TPU et on est en train d'intégrer la board Intel Mobile aussi sous format M2. Et on a fait des intégrations avec les gateways NVIDIA, donc les accélérateurs NVIDIA, notamment la JSON Xavier, et on est en train de faire la JSON Nano. Voilà, donc le but vraiment, c'est d'avoir un panel et de supporter le plus possible d'accélération, de types d'accélération, donc Intel, Google, NVIDIA, et de pouvoir supporter le maximum d'algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà. D'accord, merci. Merci Bertrand. Une autre question, Edouard, si tu veux bien. Quelles sont les limites des algorithmes IA implémentables? Peut-on faire des architectures de type CNN, auto-encodeur, recurrent network ou non? Oui, alors en fait, dans notre solution, en fait, tout ce qui est cité là, en fait, c'est déjà pré-intégré en fait dans la solution. C'est-à-dire qu'en fait, le choix qui est fait, c'est de se dire l'utilisateur n'a pas forcément la connaissance de tous ces termes, qui sont différentes briques algorithmiques. Donc, ce que va faire notre logiciel, c'est qu'en fonction des données qu'on va lui donner, c'est lui qui va sélectionner justement les meilleurs moteurs et les meilleures briques de moteurs. Donc, en fait, on se base en effet sur différents sujets pour ensuite extraire le package, on va dire, le package programme pré-packagé qui sera intégré dans le microcontrôleur, dans le programme principal, dans une sorte de programme pré-câblé. Et ensuite, derrière, ce que fera c'est l'utilisateur, c'est qu'il aura juste en fait à demander à programmer 3 commandes. La commande, ça va être initialisation, j'enlève mon savoir pour réapprendre quelque chose. Ensuite, learning, donc l'apprentissage, où là, en fait, toutes les données qui seront passées à travers notre moteur seront rajoutées au savoir, donc via justement le choix des meilleures briques algorithmiques. Et donc là, on va pouvoir faire vraiment de l'apprentissage
incrémentale, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'apprendre toute la situation d'un seul coup. On peut très bien dire, si je prends l'exemple d'un moteur, je veux apprendre le moteur quand il a telle fréquence d'utilisation, enfin telle vitesse, puis telle vitesse, puis telle vitesse. Puis je voudrais aussi l'apprendre quand il fait telle température, telle température. Donc on peut imaginer pas mal de scénarios. Les données vont rentrer, notre algorithme va rajouter ça en termes d'apprentissage. Et puis ensuite, la troisième commande simple, ça va être détection, c'est-à-dire je compare ce qui aurait été appris avec le modèle paramétré à l'intérieur du produit. Voilà, donc on a vraiment toutes ces briques qui sont intégrées. Après, c'est un peu notre sauce interne, c'est-à-dire c'est nous qui choisissons, enfin en tout cas, le logiciel aide à sélectionner la brique ou les briques souvent les plus adaptées pour le cas d'usage. Merci Edouard. N'hésitez pas à poser des questions également à Élie de Naval Group. Elle n'est pas visible, mais elle nous écoute et elle peut vous répondre. Une autre question pour toi, Bertrand, si tu veux bien. Les accélérateurs Edge TPU de chez Google ne supportent que des modèles quantifiés, ce qui introduit une dégradation de précision. Comment faites-vous pour contourner cette limite? Du coup, c'est un peu technique pour moi. Par contre, nous, en fait, on fournit une plateforme et on ne fournit pas l'algorithme d'intelligence artificielle. Donc, du coup, c'est plutôt une recommandation qu'on aura en fonction de l'algorithme d'intelligence artificielle qui aura besoin de cette accélération-là plus qu'une autre. Et nous, on adapte notre plateforme en fonction de l'accélération qui est demandée par l'algorithme d'intelligence artificielle. Donc, si c'est un algorithme qui a besoin de tourner sur du NVIDIA, on fournira du NVIDIA. Si c'est un algorithme qui est entre guillemets plus simple et qui se satisfait du TPU Google, on fournira le TPU Google. Donc, on s'adapte vraiment à ce qui est demandé par le fournisseur d'intelligence artificielle. Ok, merci Bertrand. Une question pour Élie de Naval Group. Élie, vous êtes toujours là? Ah, peut-être que Élie nous a quittés, nous entendons. Si, le temps de remettre le micro, je suis là. Très bien, super, merci. Alors, une question pour vous. La communication sans fil ne pose-t-elle pas de problème de cybersécurité dans le cadre de la défense pour Naval Group? Alors, ça dépend de quelle communication on parle. Là, dans le cas présent, pour le capteur CIMT dont on parle là, on est en RFID UHF passive. Donc ça, aujourd'hui, c'est accepté, c'est eu égard aux contraintes de cyber, et c'est validé. Après, il y a d'autres modes de communication sans fil qui ne le sont pas et puis qui sont à l'étude. Mais voilà. Là, dans le cas présent, la RFID UHF convient. D'accord, merci. Une question pour toi, Edouard, quelqu'un qui est directement intéressé, j'imagine, pour configurer ses propres solutions. Est-ce qu'il y a un SDK, donc j'imagine qu'il y a un Software Development Kit, pour programmer ses propres algorithmes ou non? C'est en fait une forme d'élément comme ça. Alors, en fait, ce qu'on va livrer, en fait, ce que va livrer le programme, c'est une librairie dynamique qui va être en fait derrière intégrée directement dans le programme principal. Donc, nous, on n'intervient pas dans le programme principal. Ça, c'est en effet le programmateur qui va dire à quel moment j'apprends, à quel moment j'appelle cette fameuse fonction. Mais nous, on va livrer vraiment en pré-packagé l'ensemble de la librairie. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci à tous. On va peut-être conclure. Je voulais juste partager peut-être un document qui peut intéresser certains de nos auditeurs. Ce sont les réponses concaténées et anonymisées des membres SCS à la consultation sur l'IA embarquée. Ça peut vous intéresser puisque chacun mentionne ses points forts, ses atouts, ses limites. Donc, ça peut vous intéresser. Ce document, il est disponible sur le site web. Je vais peut-être demander le mode présentateur parce que je n'ai pas la main. Ça doit être Bertrand, tu dois avoir la main encore peut-être. Je te redonne le contrôle, pardon. Ok, je veux bien, ouais. Non, je t'en prie. Pour la question sur la SDK, si jamais certains veulent nous appeler, je pense que c'est bien d'en discuter en ligne, on leur expliquera, il y a quand même des partenaires qui ont des choses aussi, donc ils peuvent de manière à aller très vite dans le développement d'une solution.
D'accord. Il y a d'ailleurs une dernière question, le temps que je mette en ligne le document concaténé des réponses, hein, donc à cette consultation. Une question pour toi, c'est, Edouard, quels sont les formats de package fournis par votre solution? Alors c'est une librairie, enfin, quand on dit package. Ah, les packages en termes de prix peut-être. Je ne sais pas si la question est. Non, je pense que c'est totalement. En fait, alors si c'est le package technique, donc en fait c'est le logiciel que j'embarque sur mon ordinateur, sur lequel d'ailleurs il existe une version gratuite. Donc si certaines personnes veulent déjà simuler avec leurs propres données pour voir ce que ça donne, on peut très bien télécharger la solution d'essai. Donc ça peut être une première approche. Et ensuite derrière, ce que délivre notre logiciel, c'est une librairie, un point .i qu'on intègre dans le programme. D'accord. Ah, tu as une autre question très intéressante, et le temps que je connecte ce document qui est en ligne. Dans le cas du full edge, pour toi, Edouard, hein, dans le cas du full edge, comment établir un compromis performance plus temps de réponse, plus autonomie et consommation de ressources? Faites-vous aussi le choix de l'architecture matérielle adaptée? Alors, donc nous, de fait, notre techno est réfléchi pour le microcontrôleur. Donc, en termes de, pour donner quelques chiffres, en termes de mémoire, on va être dans des plages aux alentours de 7 kilobits. On est sur des temps de réponse de l'ordre de quelques millisecondes. Donc, on est vraiment sur des environnements qui sont très réactifs et très faiblement consommateurs en termes de données, en termes de mémoire. Et ensuite, en termes de conseils, oui, ce qu'on fait, c'est que la première approche qu'on fait avec nos clients, c'est généralement un brainstorming avec eux pour réfléchir à leur cas d'usage, éventuellement au choix de capteurs qui peuvent être les plus pertinents pour le cas d'usage. Et après, derrière, nous, on fait du hard, mais on a donc ces fameux partenaires où on peut prendre un projet de début jusqu'à la fin. Donc ça, après, c'est discuté en fonction des besoins. Mais on est vraiment là pour accompagner le client, on va dire, dans toute sa réussite projet. Donc soit avec des éléments faits en interne, soit avec des éléments faits avec des partenaires pour simplifier vraiment au maximum le chemin vers la réalisation du produit. Ok, merci. Donc je disais, par rapport au document qui concatène une grosse dizaine de réponses, hein, je dirais, de membres SCS qui ont répondu pertinemment sur la consultation lancée par la Direction générale des entreprises sur l'IA embarquée et la stratégie industrielle. Hein, il s'agit d'orienter la stratégie industrielle choisie par l'État au niveau français et au niveau européen. Donc, il y a une synthèse qui est dans un document interne qui est sur l'intranet. Je ne sais pas si vous voyez en ligne là sur l'intranet. Donc, il faut vous connecter avec votre accès membre et pardon, excusez-moi, et mot de passe. Et là, vous pouvez donc accéder au document que j'ai normalement téléchargé. Je vous montrerai à quoi il ressemble. Vous puissiez peut-être avoir une idée de qui. Non, je l'ai pas téléchargé. Bon, pour avoir une idée en fait, hein, de qui a répondu, qui est fort en quoi, qui partage peut-être la même vision des limites et des aides qui seraient utiles pour, on va dire, accélérer le développement de l'IA embarqué et rendre notamment les acteurs sur ce thème-là plus compétitifs au niveau mondial. Voilà, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous saluer, vous remercier vivement, hein, Edouard, Élie et Bertrand, de votre participation active. Je rappelle que vous allez avoir une petite enquête de satisfaction qui va s'afficher. Ça vous prendra une petite minute pour répondre. Merci d'y répondre. Et puis encore une fois, hein, les présentations de Cartesiam, de Smart DTV et de Naval Group seront en ligne sur le site web du pôle SCS. Et je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes, hein, puisque c'est le dernier WebTech. Et le prochain quand même, j'aurais pu vous dire 2 mots. Ça peut vous être utile. Je ne sais pas si vous voyez ma slide. Le prochain, c'est une approche qui peut vous intéresser, un peu complémentaire, qui est sur tout ce qui est data visualisation, IHM, design UX, comment on va dire faciliter le décideur avec une interface graphique adéquate, hein, qui correspond à vos besoins et au cahier des charges. Donc, comment accélérer la conception de vos interfaces utilisateurs, notamment avec Tuito. Et puis, un autre WebTech le 28 janvier à 11h sur l'hébergement de données, l'hébergement de données sensibles notamment. Qui choisir, hein, cloud privé, cloud public, hébergeur, ESN ou les GAFA, hein, vous saurez tout sur ce sujet avec TAS Group et Médian Technologies. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Merci, au revoir.